Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action, notre émission hebdomadaire. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 août 2021. C'est la fin de la période estivale. Bientôt la rentrée, mais d'abord, petite pause pour ma part. Je fais cette émission et je vous retrouverai ensuite dans 2 semaines, donc le mardi 7 septembre pour la prochaine émission. Je vous le dis dès le départ de cette émission, pour ceux qui me connaissent, à chaque fois que je pars en vacances, il se passe quelque chose. Donc, vous le comprendrez à plusieurs reprises dans cette émission. Le mot d'ordre est prudence. Faites attention à vous. Nous sommes sur des zones bien particulières. Un avertissement, les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Vos rendez-vous de la semaine, tous les matins, donc le morning meeting d'Anthony Bondin sur le site de Zone Bourse pour savoir ce qu'il se passe sur les marchés. Je le lis tous les matins, c'est la Bible de l'investisseur. Tous les jours, Planète Bourse avec Roxane Nojac qui est en vacances, qui va revenir la semaine prochaine. Et puis tous les mardis, on se retrouve pour mon émission et le prochain rendez-vous sera donc dans 15 jours. Au sommaire de cette émission, comme d'habitude, focus marché sur les derniers développements, un top flop macroéconomique pour mieux appréhender ce qu'il se passe en toile de fond, et ensuite l'analyse graphique des principaux indices, matières premières, Bitcoin et de vos actions préférées. Focus marché, on prend les mêmes et on recommence avec quelques singularités. Nouveau record historique du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq 100, c'est la fête aux États-Unis. Les indices américains ne semblent absolument pas effrayés par le tapering à venir. Le marché pense que la Fed va déconstruire son programme de rachat d'actifs, donc le fameux tapering, tout en maintenant des taux planchers ou très près du plancher pour une longue durée. C'est ce qu'écrivait Anthony Bondin ce matin. Une forme de compromis qui séduit les investisseurs favorables à ce que l'argent continue à circuler. Je vous rappelle que historiquement, tapering ne veut pas forcément dire baisse des marchés. Un tapering, c'est un ralentissement des achats d'actifs. Ça veut dire que la Banque centrale continue d'acheter des actifs. C'est plutôt sur le début de la hausse des taux d'intérêt, je pense, que les marchés seront focalisés à l'avenir. Le DAX et le Belvin flirtent avec leurs records. De la même manière que les indices américains sont allés chercher leurs records et les ont dépassés, les indices européens sous-performent un petit peu, le DAX et le Belvin sont juste sous leurs records. Le CAC 40, lui, est 3,7% dessous. Il est lourd, il est sous-performant. Il avait surperformé les autres dans la hausse et il sous-performe maintenant dans peut-être un début de consolidation. Et puis notons par ailleurs bien évidemment que le secteur du luxe reste lourd et les opérateurs attendent sûrement des précisions de la part du gouvernement chinois concernant son programme de développement de la classe sociale moyenne. Si cela revenait à taxer les plus riches, cela leur retirait un petit peu de pouvoir d'achat, ce qui ne serait pas pour soutenir les marques du luxe. Chine toujours, le pays n'a pas déclaré de cas de Covid depuis plusieurs jours, laissant espérer un regain macroéconomique après plusieurs statistiques décevantes. C'est ce qui a notamment permis au WTI de rebondir ces 2 dernières séances. Le pétrole WTI qui était sur les $66 la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait un risque de cassure en direction des $62. On a fait les 2 tiers du chemin, 66, 62. Et puis, grâce à ces fameux chiffres positifs du Covid, le pétrole s'est repris dans la foulée. Concernant les métaux précieux, aucun développement. À moyen terme, on est complètement neutre, dans des ranges sur l'or comme l'argent. Enfin, le Bitcoin a atteint de nouveau les $50 000, toujours aussi à long terme, à moyen terme. Il vient de prendre 70% en quelques semaines. Ceux qui font du très long terme de l'investissement en DCA, sourient. Quant aux investisseurs qui auraient acheté autour des 30 000, 35 000 $, n'oubliez pas peut-être de prendre une partie de vos bénéfices et ou de remonter vos stops de protection pour éventuellement revenir à l'achat en cas de repli. On passe au top flop. Alors, ici à gauche, vous avez le Most Crowded Trade.
Donc c'est le trade sur lequel il y a le plus de monde, et un crowded trade, c'est quand on a un consensus qui est parfois trop fort sur un secteur, sur une thématique. Actuellement, tout le monde est à l'achat sur les valeurs US technologiques. Voilà. Euh, Vous avez eu des très bons résultats de ces valeurs aux États-Unis. Le Nasdaq et le Nasdaq 100 sont en forme, battent des records. Tout le monde est à l'achat dessus. Voilà, c'est un fait, c'est un marché haussier, c'est un marché soutenu, surperformant. Simplement, si à un moment donné tout le monde est à l'achat et très positif dessus, eh bien, un contre-pied de marché ne serait guère étonnant. À droite, vous avez les biggest tail risk. Donc, c'est selon une étude faite auprès des gérants chez Bank of America Merrill Lynch, c'est de savoir qu'est-ce qui inquiète les opérateurs. Il y a quelques mois, c'était le Covid. Maintenant, c'est l'inflation. Donc, il faudra suivre les chiffres d'inflation de près dans les semaines, les mois à venir. L'inflation, toujours le fameux E-word, l'inflation commence à peser. Vous avez peut-être vu qu'il y avait une hausse d'inflation ces 2-3 derniers mois qui était relativement forte, voire historique. Les prix des maisons se sont envolés aux États-Unis, les prix des voitures d'occasion se sont envolés également. Or, dans la dernière étude de Bank of America Merrill Lynch toujours, mais en fait c'est un graphique de Bank of America via l'étude, via le... comment dire, je vais trouver. L'Université du Michigan fait en fait des interviews, des sondages toutes les semaines, tous les mois pour connaître donc les réponses des particuliers. Et là, en fait, le pourcentage de particuliers américains qui disent que les maisons et les véhicules sont trop chers vient d'exploser de 10 à 45%. Donc on a bel et bien eu un rush sur l'immobilier, un rush sur les voitures d'occasion qui a fait monter l'inflation à très court terme. Le problème, c'est que cette inflation pourrait peser sur la demande américaine. Or, le PIB américain est énormément dépendant de la demande interne. Donc, si on commence à avoir surchauffe au niveau des prix et que les gens ne sont plus acheteurs, eh bien, la reprise historique en cours, là, avec ce rush vers tout, vers la consommation, l'immobilier, etc., pourrait se calmer. Un actif d'ailleurs qui s'est bien fait calmer, qui s'est pris un coup de bambou, c'est le bois de construction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit qu'on était dans une sorte de bulle, qu'on allait bien trop vite et qu'il devrait se prendre un coup de bâton un matin. Le bois de construction vient de perdre 74% depuis ses plus hauts d'il y a 3 mois. Le phénomène de normalisation, si vous écoutez mes émissions, vous savez ce que c'est que en 2020, on a eu le Covid, donc le monde était à l'arrêt. En 2021, le monde reprend. Et il reprend fort. Il reprend, que ce soit sur les marchés soutenus par les liquidités des banques centrales, que ce soit dans les économies soutenues par les plans de soutien. Et donc, on a eu ces 6 derniers mois des statistiques aux États-Unis et en Europe qui étaient absolument phénoménales. Et des résultats d'entreprises phénoménaux. Ce que j'essaye de vous expliquer, de traduire en filigrane, c'est que cette reprise n'est pas tenable. Le rythme d'amélioration des statistiques, les chiffres que cela a produit en termes de macro et de résultats d'entreprise ne sont pas tenables. Nous sommes dans de l'exceptionnellement très bon. La normalisation, c'est quoi? Ça veut pas dire qu'on va se casser la figure, ça veut pas dire que les chiffres vont être mauvais, qu'on va aller en récession l'année prochaine. Ça veut tout simplement dire qu'on va tendre de chiffres absolument superbes à des chiffres un peu plus normaux, d'où le terme normalisation. Vous voyez ici à gauche un graphique du pourcentage de gérants qui pensent que l'économie va s'améliorer dans les mois à venir. Post-Covid, tout le monde a pensé que ça allait s'améliorer. Mais depuis 1 ou 2 mois qu'on a fait des tops sur de nombreux chiffres macroéconomiques, que les résultats sont sortis dantesques, etc., quand on demande aux gérants « Pensez-vous que ça va être encore mieux que maintenant ?» Eh bien maintenant, ils commencent à répondre que non. Et historiquement, eh bien, le sentiment de ces gérants sur l'économie, la macroéconomie, les résultats d'entreprise, eh bien, quand ils baissent, les marchés ont tendance à suivre un petit peu.
Ici, même graphique à droite, pourcentage des gérants qui pensent que les profits vont continuer de s'améliorer. En fait, en mars 2020, c'était la fin du monde, donc tout le monde était devenu par la suite positif. Un an plus tard, en mars 2021, on avait cartonné dans tous les secteurs, dans toutes les zones économiques. Et depuis, graduellement, de moins en moins de gérants pensent que ça va continuer de s'améliorer. Donc on va très possiblement vers un phénomène de normalisation, ce qui encore une fois n'est pas un phénomène négatif, mais ça veut dire qu'on peut avoir une baisse des statistiques, une baisse des PMI. D'ailleurs, on l'a vu en Europe cette semaine, on l'a vu aux États-Unis hier, on l'a vu en Chine notamment ces dernières semaines. Donc, il se pourrait que les résultats d'entreprise, troisième, quatrième trimestre, soient toujours très bons, mais ne soient plus aussi exceptionnels qu'ils ne l'ont été cet été. Il faut aussi faire attention à d'autres risques. Par exemple, ici, vous avez le high yield qui est dans une situation assez technique clé. Et si le high yield commence à perdre pied, les marchés pourraient faire de même. D'autre part, je vous ai beaucoup parlé de saisonnalité dans les 2-3 dernières émissions en vous disant que la période de mi-août jusque septembre, voire octobre, fonction des statistiques, fonction des périodes analysées, etc., nous montre qu'on peut avoir des pics de volatilité. Et donc, qui dit pic de volatilité, dit correction, respiration des marchés en tous les cas. Là, c'est un graphique de la cyclicité du VIX qui montre que dans les 2-3 semaines qui viennent, on pourrait connaître un pic de volatilité, ce qui correspondrait en plus, bizarrement, au All-Inday Index. Le All-Inday Index étant l'indice de mes vacances, puisque dans 95% des cas, depuis 5 ans au minimum, dès que je pars en vacances, les marchés baissent. Vous avez pu notamment le constater au mois de juillet quand on est passé de 6500 à 6250 points. Mais ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas de la même manière que je ne parle pas d'une chute des résultats, d'une chute de la macro, mais bien d'une normalisation. Tout va bien sur les marchés. Pour l'instant, les obligations et le cash ne rapportent rien. Donc, à la moindre baisse des marchés, que font les gérants? Ils rentrent dans les marchés. En plus de ça, on n'a jamais eu autant d'entrants, de particuliers qui rentrent sur les marchés. Et avec la digitalisation, la gamification, le fait que de plus en plus de gens veuillent venir en bourse, profiter de sa liquidité, de sa volatilité et d'opportunités, fait que on devrait continuer d'avoir des professionnels et des particuliers qui rentrent en bourse et qui soutiennent les prix. Aussi, en cas de correction, je serai clairement acheteur. Gardez bien à l'esprit que je suis haussier sur les marchés à long terme, que je suis moi-même investisseur sur les marchés à long terme. Simplement, après 20% de hausse du CAC 40 depuis le début de l'année, alors qu'on est en fin de période estivale, alors qu'on va à la Fed qui en fin août et fin septembre va ajuster sa politique monétaire, alors qu'on a ce phénomène de normalisation macro, je suis plus prudent. Et puis à droite, les dividendes qui montrent à quel point le marché action est un marché attractif. Les dividendes versés par les sociétés dans le monde sont pratiquement sur les plus hauts historiques de 2019. Et donc, investir dans la bourse à moyen long terme est une bonne chose. Dernier graphique, un graphique ici qui peut être lu de deux façons. Depuis 20 ans, à chaque fois que l'indice S&P 500 a gagné 100%, il a fait une consolidation ou une correction par la suite. On vient de gagner 100% et on n'avait jamais gagné 100% aussi vite de toute l'histoire, comme vous l'avez peut-être vu dans mes dernières émissions. On peut le lire de deux façons. On peut dire que on vient de gagner 100%, donc que ça va baisser. On peut aussi noter, comme me le faisait constater un lecteur, que après chaque hausse de 100%, il y a une autre hausse de 100% qui intervient. Et puis ensuite, c'est une dernière image. Et quitte à froisser certains, franchement, je suis pas là pour ça. Je suis pas là non plus pour ne rien dire. Ça me fait mal au cœur. Ce graphique-là, cette carte d'Europe me fait mal au cœur. C'est une carte qui a été publiée par le courtier DeGiro, Flatex DeGiro, courtier hollandais-allemand,
Et généralement, ce sont des petits comptes chez DeGiro, mais il y a aussi des gros comptes, hein, mais il y a beaucoup de petits comptes, beaucoup de spéculateurs. Et on se rend compte qu'en Europe, globalement, majoritairement, les gens sont sur des daubes, comme AMC, des dossiers épineux, comme Solution 30, ou des dossiers baissiers, comme Alibaba. C'est tout ce que je déteste, en gros. Moi, mes émissions, mon but en tant que vulgarisateur, en tant qu'analyste, c'est de vous dire, allez sur des bonnes sociétés qui gagnent de l'argent, qui sont dans des tendances haussières. Aucune de ces trois sociétés ne correspond à ces critères de base de l'investisseur prudent et gagnant à moyen long terme. Alors il y aura toujours quelqu'un pour me dire, bah oui, mais AMC, tu comprends pas, c'est un short squeeze, nanana, c'est pour tuer les fonds qui shortaient la valeur, c'est eux les méchants. Oui, je sais ça. En attendant, AMC, c'est de la daube. Certains me diront, ben oui, mais non, Solution 30, t'as pas compris, les comptes vont être audités, elle va doubler. Ok, peut-être, super, mais vous connaissez mon avis, c'est du 50-50, et quand on a un risque égal à un gain potentiel, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne chercherai pas à avoir raison, et je serai très content si Solution 30 retourne à 14 euros, parce que je connais un tel nombre de particuliers qui sont à moins 70% dessus, que ça me fait mal au cœur. Donc j'espère pour vous que ça montera. Voilà. Et puis concernant Alibaba, bah, il faut qu'on touche le creux sur les valeurs technologiques chinoises. On peut investir graduellement, mais là on voit bien que c'est les valeurs les plus traitées. Voilà, et je suppose que c'est à l'achat. Donc globalement sur ces trois valeurs les plus traitées, pour le moment c'est des pertes pour les particuliers et ça me fait mal au cœur, je tenais juste à vous le dire. Mon but principal étant d'aider les gens. On va passer à la rubrique analyse graphique. Étant donné que la dernière fois, j'ai pas fait de pause café, j'ai mis très peu de musique, on va se faire une pause café avec de la musique pour les habitués et je vous retrouve tout de suite avec cette liste d'actions, des cas spéciaux, des petites, des grosses, des small caps, des valeurs américaines, en espérant toujours que ce programme vous plaise et je rappelle que vous pouvez m'en proposer de temps en temps via Twitter, via YouTube, via email. Je ne prendrai pas tout, je ne peux pas tout prendre, mais je ferai mon possible. Merci ma chère Noélia pour m'avoir envoyé ce beau morceau, concert pour violon de Julia Fischer, donc écrit par Bach, interprété par Julia Fischer du Baltic Sea Youth Philharmonic. On continue, on passe à la plateforme graphique ProRealTime. Alors, nous sommes haussiers à long terme sur le 440, mais quand même, on vient de toucher une résistance historique majeure à 6920 points ce mois-ci. Le 440 peut très bien passer cette résistance historique et continuer en direction des 7500 ou des 8000 points dans les trimestres, années qui viennent. Simplement, après avoir pratiquement doublé, après avoir touché cette résistance historique, après avoir atteint le haut de son canal haussier de moyen terme,
il est légitime que le CAC 40 consolide, d'autant plus que le luxe est actuellement attaqué. Je vous ai publié à maintes reprises ce graphique avec ce beau canal haussier extrêmement propre, avec 4 points en haut qui ont parfaitement fonctionné. Dès la mi-juin, fin juin, j'avais dit de faire attention au marché et on est passé de 6700 à 6250. J'étais en vacances au niveau du 15 juillet, voilà, on a perdu 200 points rapidement puis on les a repris. Je suis revenu le lundi 26 juillet, j'ai constaté que les marchés avaient tenu, je suis repassé haussier, que ce soit dans mon émission sur Twitter ou sur BFM. Parce que j'estimais qu'on pouvait remonter vers les plus hauts et aller faire de nouveau le haut de canal haussier. Le marché restait solide, restait haussier, il n'y avait pas de choses particulières qui venaient déranger. Le point 1, c'est le point sur lequel on fait attention, c'est le point sur lequel on peut alléger son portefeuille, histoire de passer des vacances tranquilles. C'est quand même les 6900 points, c'est quand même les plus hauts historiques sur le CAC 40. Et donc, voilà, c'est légitime de prendre des bénéfices, de remonter ses stops, de couper un peu de position en fort gain sur les big caps quand on atteint ce genre de seuil. Et pour les plus agressifs, c'est un point de vente éventuel. Qu'est-ce que sont ces autres points? En fait, pour être totalement transparent avec vous, et je ne vais pas en parler sur Twitter parce que je n'ai pas envie de créer de débat et de perdre mon temps, le point 1, c'est mon point de vente. Je suis rentré sur le CAC 40 à 6903 points le vendredi 13 août. Voilà, j'en ai pas parlé parce que tout simplement pour moi c'est que ça tombait sous le sens. J'ai publié ce canal haussier tous les jours pendant 3 semaines en espérant qu'on atteigne la borne haute. Le vendredi 13 août 2021, revenant de chez Brigitte, le restaurant des traders, vous savez, eh bien j'ai pris une première position vendeuse sur l'indice parce que je me dis on est sous les plus hauts historiques, on est sous un haut de canal, je pars en vacances bientôt, donc ça fait beaucoup de raisons qui font que ça peut baisser un peu. Le point numéro 2, c'est le constat que le CAC 40 est extrêmement faible. En effet, vous pouvez voir que le Nasdaq 100 vient d'enchaîner 3 jours de hausse et fait un nouveau record historique. Vous pouvez constater que le DAX est remonté ces 3-4 dernières séances et que ce matin encore, il est à peine un demi% de son plus haut historique en cours de clôture. Le CAC 40 est extrêmement faible. Il est à 4% pratiquement de ses plus hauts. Il est baissier sous la MM7 jours qu'il a touché ce matin. Et donc le point 2, c'est mon point de renfort des positions vendeuses, d'autant plus que je pars en vacances demain. Donc j'ai une position vendeuse à 6900 points, une deuxième position vendeuse à 6720 points. J'ai un prix de revient moyen à 6810 points. Et donc, en gros, j'ai une position vendeuse avec un stop à 0. Ça veut dire que si le marché baisse, je vais gagner de l'argent sur mes ventes. Si le marché monte, arrive à casser MM7, arrive à combler le gap à 6770 et arrive à dépasser les 6800 points, je couperai sans avoir rien gagné, rien perdu. Donc on appelle ça annihiler le risque. J'ai pris une position en haut, je la complète sur un rebond technique qui est à mon sens très faible, comme je l'écrivais sur Twitter ce matin. Je mets mon stop à 0. Le point numéro 3, c'est mon objectif premier. C'est un retour du CAC 40 en fait sur la zone des 6300, 6400 points. En fait, c'est un simple retour sur les plus hauts ici du mois d'avril et sur le point de consolidation qu'on a eu pendant l'été. Ça, c'est le point 3. C'est l'objectif pour pouvoir financer une partie des vacances. Et le point 4, c'est la cerise sur le gâteau. On ne sait jamais. Je ne sais pas ce qui pourrait engendrer ça. Je ne sais pas ce qui pourrait engendrer une baisse du CAC 40 aussi forte. Je vois pas là tout de suite pourquoi on passerait de 6900 points à 5900 points, soit 1000 points de baisse, soit pratiquement 15%. Mais je vous indique ce point 4 quand même. Je ne sais pas pourquoi. Si dans les 15 jours qui viennent, je suis à la plage et que le CAC lâche, le point 4, c'est le point, c'est MM200, c'est le point parfait, ce serait les 6100 points, et ce serait une zone à partir de laquelle je repasse acheteur à moyen long terme. Voilà.
Donc vendeur en haut du canal, acheteur si on revient soit au milieu, soit sur la MM200, ce qui ferait déjà une belle baisse. C'est mon avis personnel, c'est ma stratégie. Je peux comprendre qu'on soit à l'achat sur des bons dossiers, qu'on fasse du stock picking, qu'on ne soit pas vendeur sur l'indice. Simplement, voilà, il y a un risque pour moi de consolidation du CAC 40 en tous les cas par rapport aux autres indices. Et donc, à court terme, je préfère être vendeur. C'est dingue toutes les pincettes que je suis obligé de prendre pour froisser personne. Alors, ensuite, l'or. L'or est neutre depuis 6 mois. Il n'y a pas grand-chose à dire. Simplement, c'est assez positif ce qu'il a fait ici, ce trou d'air sur les 1650 et cette réaction haussière assez forte. Ça montre que le marché, même s'il y a tapering, même s'il y a eu regain d'intérêt pour le dollar, eh bien, le marché reste favorable au métal jaune. C'est la même chose sur les cours de l'argent. Et pour l'un comme pour l'autre, je suis dans une optique de diversification et d'investissement à moyen terme. Pour moi, ces zones de latéralisation sur les métaux permettent de l'accumulation rationnelle, comme dirait notre cher Tradosaur. L'accumulation rationnelle, c'est des achats répétés tous les mois, tous les trimestres, parce qu'on a une vision globale de long terme qui est plutôt haussière. Ensuite, le pétrole, le voici. Le pétrole donc, a fait son trou d'air sous les 66 comme je le craignais, mais les a repris tout aussi vite. Donc balle au centre, un coup à la baisse, un coup à la hausse. On est relativement neutre sur le pétrole désormais. Et voilà, 60-62 est une zone d'achat, 70 est une zone de short. On est un peu en plein milieu. J'ai pas de vision là-dessus. Concernant le Bitcoin, il est aussi à long terme, il est aussi à moyen terme, il est aussi à court terme. Donc on privilégie les achats sur des cassures haussières ou sur des replis. Après, si en plein milieu de l'été, vous aviez acheté du Bitcoin à 30 000 et que vous gagnez 60-70%, prendre une partie de ces gains pour revenir en cas de repli peut être aussi une solution pour ceux qui font du long terme, qui font du DCA, etc. On ne bouge pas et on sourit. Quand ça monte, on est content parce qu'on a des positions qui montent, et quand ça baisse, on se dit qu'on va pouvoir en racheter moins cher. On va maintenant passer aux actions. Aegas à Bruxelles. Donc, valeur qui chute avec le Covid, qui retrace 100% de sa baisse du Covid, mais qui échoue sous ses plus hauts. Alors c'est pas grave, on peut échouer sous les plus hauts et puis faire une simple consolidation. Mais là, on reconnaît des petites caractéristiques du jouet cassé. Vous savez, le jouet cassé, c'est la tendance haussière qui casse d'un coup. Ici, on a eu un gap baissier, donc le jouet était cassé. Ensuite, on a eu la naissance d'une tendance baissière. Ensuite, on est revenu sur MM200 qui a été réactive, mais on l'a cassé dans la foulée. Donc, ce n'est plus haussier à court terme, ça devient baissier à court terme, et en plus de ça, on casse MM200, ce qui fait qu'on n'est plus trop sur une valeur trend following. Ensuite, il y a un rebond technique, et le rebond technique se tape la tête où pile sous MM200, et on reprend la baisse. Donc là, on est bel et bien désormais dans une tendance baissière de court et de moyen terme, et donc une valeur qui ne m'intéresse pas. On peut tracer une oblique passant par les plus hauts, on peut attendre un éventuel double creux puis une cassure de l'oblique. Si c'était le cas, ce serait mignon. Mais tant qu'on est sous cette oblique baissière, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, c'est baissier. Donc, sauf à jouer un rebond technique, j'évite ce genre de configuration. Euraseo, j'ai fait une stratégie baissière dessus ce matin, sur Zone Bourse. Euraseo est une société qui détient d'autres sociétés, une holding. C'est une boîte qui est très corrélée au marché, elle a bien profité ces derniers temps. On est pile poil sur les plus hauts de 2018. Et je ne serais pas étonné que, vu le peu de puissance du breakout, ce soit un faux breakout. Et en plus de ça, semble se dessiner un petit rounding top ici. Donc, dans le style action haussière de long terme et de moyen terme qui pourrait consolider en cas de respiration du CAC, j'aime bien ce type de config. Et donc, j'ai fait une stratégie baissière dessus ce matin sur Zone Bourse.
Alors si vous ne savez pas trouver une stratégie que j'écris sur Zone Bourse, vous allez sur la valeur sur le site Euraseo, vous arrivez sur la fiche valeur, vous descendez la fiche et vous arrivez sur la partie Trading Action avec les stratégies, vous cliquez dessus, vous avez l'entrée, le cours, l'objectif, le stop, le potentiel. Voilà, vous avez tout. Ensuite, Eutelsat. Alors, Eutelsat, c'est baissier à moyen long terme. C'est baissier sur les 3 derniers mois. Et c'est actuellement sous un ancien support devenu résistance. Donc je ne suis pas particulièrement positif sur Eutelsat. Après, pour moi, les gens qui détiennent du Eutelsat en portefeuille, c'est pour toucher les 10% de dividendes. Voilà, c'est pas pour faire du trading. En trading, de toute façon, c'est baissier. Et je serais pas étonné qu'on échoue sous résistance et qu'on revienne travailler les 9 euros. Mercialis. C'est pas beau. Regardez. C'est baissier à long terme. Choc du Covid, on baisse. Rebond technique puissant. Mais les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus bas. Donc certes, on est encore au-dessus des mêmes 200, me répondront certains, mais vous voyez bien qu'ici, on est dans du constructif, hausse conso, hausse conso, hausse conso, et que là, on est en train, pour la première fois, de sortir d'une conso par le bas. Je ne crois pas que Mercialis se short, vu que c'est une foncière. Je ne devrais pas dire de bêtises, donc je vais vérifier. Oui, c'est ça, une foncière française. Par contre, si ça se shortait, je shorterais. Voilà, et je viserai le retour sur les 9 euros, soit à peu près 7-8% de baisse. Alors inversement, quelqu'un qui aime le dossier, qui voudrait l'acheter, peut se dire, bon, bah, dans ces cas-là, j'attends un retour sur les 9 euros. Mais stratégies short ont un double emploi, hein, voire un triple. Elles sont là pour permettre à ceux qui ont des actions comme Euraseo où je passe vendeur, bah, de se dire peut-être que je vais remonter mon stop ou prendre des bénéfices. Deuxième objectif de cette stratégie, bah, permettre à certains de passer vendeur dessus et de gagner de l'argent. Troisième objectif, pour des gens qui n'en ont pas mais qui voudraient en acheter, ça permet de déceler des points d'achat puisque mes objectifs baissiers sur mes stratégies sont des points d'achat éventuels. Mersenne, c'est très moyen, vous voyez. Baissier à très long terme. Choc Covid, retracement à 100%, on se retrouve de nouveau sous résistance. Et là, on voit que ça devient un petit peu mou. Et Mercialis, elle, celle qu'on vient de regarder avant, elle est déjà sortie. Celle-là, pas encore. Mais attention, si Mersenne passe sous les 30,70 €, il y a le risque derrière d'aller casser MM200 et puis de se mettre en consolidation. En fait, il y a énormément de titres comme ça qui sont dans une reprise post-Covid magnifique et qui commencent à tousser, qui commencent à avoir le mal de l'altitude. Et puis il y a d'autres titres, eux, qui ne sont pas vraiment remontés, comme Renault. Renault qui est une des moins jolies des valeurs du secteur automobile. Renault qui baisse depuis 4 mois alors que le CAC 40 explose. Et Renault qui baisse depuis une semaine tout comme le CAC 40 et qui selon moi pourrait continuer de baisser en direction des 28 € si le CAC 40 respirait un peu plus. Maintenant on va passer à la deuxième catégorie de cette émission, les tentatives de retournement. Et le mot tentative est important. Car certaines d'entre elles sont sur des possibles retournements mais demandent à être confirmées. AMG par exemple, voilà, est dans une reprise haussière, essaye de s'accrocher autour de MM200, est dans un range à court terme. Pour qu'on puisse dire qu'il y a un signal fort, un potentiel haussier supplémentaire, il faut qu'elle casse les 30 €. Sinon, elle peut très bien consolider pendant encore une semaine, un mois, que sais-je. Biomérieux, elle s'est retournée à court terme, mais je l'ai mise dans la catégorie tentative de retournement parce que je voulais parler à moyen terme. Or, attention, Biomérieux vient de gagner 20%, se retrouve sous sa zone de gap, se retrouve sous MM200 et sous une ancienne zone de résistance horizontale. Donc retournement de court terme, il y a eu. Par contre, pour ce qui est du retournement de moyen terme, attention, on est à la croisée des chemins. Je ne serais pas étonné qu'on consolide sous ce seuil.
ne sachant pas si ça va tenir, remonter ou pas, vous pouvez soit alléger une petite partie, soit garder votre position, remonter votre stop de protection. Si ça continue de monter, c'est bien. Si ça retombe, on pensera peut-être à alléger. Gossin, il y a du mieux, mais Gossin, comme Navia et comme The Blockchain Group, fait partie des actions qui ont cartonné en 2020 et qui mangent du pain dur en 2021. Il y a eu du volume récemment, elle a ouvert un gap, elle l'a pratiquement comblé, c'était assez propre d'ailleurs, elle tente de repartir, mais il va falloir confirmer. Voilà, il va falloir confirmer en cassant les 7,90 €, 8 € avec du volume pour pouvoir essayer de relancer la dynamique haussière. On est sorti d'un biseau descendant, c'est joli, il y a des premiers éléments, sortie de biseau, des volumes. Maintenant, il va falloir la confirmation. En quoi est-ce aussi intéressant d'attendre cette confirmation? C'est que si le 440 devait consolider ou corriger un petit peu plus, elle pourrait peut-être consolider un temps supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se ruer forcément dessus. Il y en a qui étaient dessus à l'achat qui souffraient et qui souffrent un peu moins. Quant à ceux qui veulent rentrer sur un véritable signal, il faudrait attendre qu'elle passe de neutre à haussière à court terme. Médiane Technologie, j'ai toujours été haussier dessus, je reste totalement haussier dessus, j'aime beaucoup ce dossier, j'aime beaucoup le fait que plusieurs fonds d'investissement se soient renforcés récemment. Et j'aime beaucoup la tenue du support à 11,50 €. Et en fait, même si, imaginons demain, le CAC perd 5% et qu'elle devait revenir à 11 €, si elle revenait à 11 €, ce serait le bas de son range et la MM200 et ce serait un point d'achat parfait. Donc en fait, je suis haussier maintenant, je suis haussier si ça casse les 13,30 et je suis haussier aussi sur repli si elle revient à 11 €. Parce que c'est beau, parce que c'est construit, parce qu'il y a des fonds qui rentrent, parce qu'elle est au-dessus des MM200 et que voilà, ça c'est quand même beaucoup plus beau que d'autres configurations qu'on vient de regarder depuis le début d'émission. Navia, on va pas épiloguer là-dessus, étant donné le côté épineux de ce dossier. On a appris récemment que Esmo avait converti en actions et qu'ils avaient revendu leurs actions à un prix supérieur à 3 €. Il y a des manœuvres sur ce dossier qui sont vraiment pas évidentes. Et c'est ça qui malheureusement lui a fait perdre de la visibilité et qui fait que ces 6 derniers mois on est passé de 3 € à moins de 2 €. Mais ça reste quand même Navia, un spécialiste des véhicules autonomes, un secteur ultra intéressant en termes de méga-trend sur les années à venir, une société qui intéresse des fonds en Asie. Potentiellement certains pensent que c'est un gros acteur asiatique qui est en train de récupérer les actions, faudrait le confirmer. D'autres pensent que Bolloré va annoncer un contrat, faudrait le confirmer. Tout ce que je peux constater, c'est que dès qu'elle retrouve un peu de visibilité, elle gagne très facilement 30%. Donc sur une belle annonce, un bel acteur, un beau partenariat, un nouvel actionnaire entrant, ce serait pas étonnant qu'elle fasse de nouveau la même chose. Si on veut l'acheter sur repli, faut espérer un retour sur ou sous les 2 € pour pouvoir en acheter, en accumuler dans la zone d'achat long terme. D'ailleurs, ceux qui disent que c'est un dossier qui ne vaut pas grand-chose, il faut quand même se rendre compte que ce fameux dossier était à 60 centimes il y a un an et qu'elle est toujours à 300% de performance sur un an. Elle avait peut-être besoin de digérer sa hausse. Il faut absolument casser les 2,45-50. C'est une zone de prix, voilà, parce qu'elle est dans un canal baissier et il faut réussir à s'en extraire avec des volumes forts. Et ensuite, le gros challenge de moyen terme sera bien évidemment de repasser au-dessus des 2,85-3 €, de reprendre la MM200 et de repasser au-dessus du seuil psychologique des 3 € pour relancer la dynamique haussière de moyen long terme. Pour l'instant, elle est clairement en pause. Donc voilà, il y a ceux qui l'aiment, il y a ceux qui la fuient. Moi, je l'ai trop suivi, j'en ai trop parlé. Donc voilà, vous connaissez mon avis sur le dossier, vous savez que je l'aime bien, vous savez que je suis long terme dessus.
Et vous savez qu'il faut casser 2,50 et 3 euros pour continuer ce regain d'intérêt de court terme. Showroom privé, elle est sur le fil du rasoir. Elle a un peu de mal quand même, et c'est ce que je voulais vous faire noter. Et elle s'accroche tant bien que mal à MM200, mais elle a cassé son canal, elle est revenue à l'intérieur, et moi quand c'est pas propre, j'aime pas. La dernière action sur laquelle c'était pas propre, c'était Clara Nova, qui était sortie par le bas de son canal, qui avait essayé de le réintégrer, puis qui en était ressorti. Typiquement, quand ça devient brouillon, ça sent le roussi. Voilà. Donc, j'ai rien contre Showroom privé, tout comme j'ai rien contre Clara Nova. Je vous donne juste ma lecture, ma sensibilité, à force de bouffer du graphique depuis 15 ans quand même. Il y a quelques détails que je remarque. Quand c'est pas propre, j'y vais pas. Voilà. Et par contre, si correction il y avait sur les small, le CAC ou autre, et qu'un titre comme Showroom privé revenait sur les 2,50, 2,60, là par contre ce serait une belle opportunité de rentrer sur ce dossier intéressant, sur un repli significatif. Enfin, dernier titre, The Blockchain Group. Bah là c'est un peu comme Navia ou comme Gossin. Il y a du moins pire, puisque c'était baissier, que c'est redevenu neutre, voire même que ça tente de repartir à la hausse, un peu comme sur Gossin ou Navia. Mais ça reste un rebond technique de court terme qu'il faudra confirmer. Voilà. On voit bien que ici, 1,52, 1,48, 1,52, c'est une grosse zone. Donc ça, c'est la zone 1 à casser, 1,50, 1,52. Et la deuxième zone, c'est la MM200 à reprendre. En fait, c'est la même chose sur Gossin, Navia, The Blockchain. Donc certains sont rentrés à 1,30 sur le démarrage. Pourquoi pas. Certains, en cas de repli vers 1,25, 1,30, peut-être en accumuleront. D'autres attendront la cassure des 1,50, 1,52, que la machine soit véritablement relancée. On passe à la dernière catégorie, des actions en trend following un peu particulières ou des actions US. Une action que je regarde jamais, c'est Bassac. Je ne connaissais pas, franchement. Voilà, ça arrive. Bon, je ne connais pas parce que c'est extrêmement peu liquide et que je parle peu de dossiers très peu liquides. Simplement, c'est une valeur qui a passé 3 ans dans un range et qui en est sortie en mai 2021. Elle est en trend following. Elle est au-dessus des MM200. Et donc, pour ceux qui s'intéresseraient, qui creuseraient un peu ce dossier, en cas de retour vers les 60 euros, ce serait une opportunité de rentrer sur un beau dossier qui vient de casser des plus hauts historiques, qui est en trend following. Voilà. Donc 60-61 euros est une zone d'intérêt. Cellnex, ça c'est une valeur US en trend following. Et ce serait bien qu'en fait 90% des valeurs que vous déteniez dans votre portefeuille soient des valeurs qui ressemblent à ça, ou des valeurs qui ressemblent à Téléperformance, ou des valeurs qui ressemblent à Eurofins, ou des valeurs qui ressemblent à Esker. Et puis sur les 10 ou 20% restants de votre portefeuille, si vous voulez faire du Navia et du blockchain, pourquoi pas. Mais franchement, quand vous voyez ces dossiers haussiers de qualité, dans des secteurs particuliers bien notés, avec des analystes à l'achat et des cours qui font des tendances haussières parfaites, c'est dommage de passer à côté. Et donc là, c'est superbement haussier. Simplement, on voit que parfois, elle peut consolider comme sur n'importe quel titre. Donc, si on veut rentrer, on escompte une consolidation, un retour peut-être sur une ancienne zone de résistance. Voilà, on est à 61 euros sur Cellnex, sait-on jamais en cas d'accident. Une baisse de 10% sur ce genre de titre, c'est une opportunité de rentrer sur un dossier haussier de qualité à long terme. Et puis ensuite, d'essayer de le surfer. Clasquin, alors là pareil, titre très peu liquide, donc je ne le suis pas. Ça fait 15 ans que ça monte. Post-Covid, on a cassé les plus hauts historiques relativement rapidement. Depuis, c'est haussier. Elle vient encore de casser de la zone de résistance à 50 et ça accélère. Alors attention, il y a seulement 200 000 euros qui ont été échangés ce jour. Mais on peut aussi avoir en portefeuille, en plus de small caps, en plus de titres liquides connus de trend following comme ceux que je vous ai cités tout à l'heure, des petits dossiers comme ça, haussiers, de qualité, qui cassent des plus hauts historiques en silence pendant que personne n'en parle. Ensuite, Intelligence System Corp, ça, je sais pas.
c'est complètement neutre depuis 1 an et demi. Ça tente de reprendre MM200. Dans ces cas-là, il faut zoomer sur le court terme. Tant qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, il y a une chance que ce soit le début d'une reprise. Il faut réussir à effacer la MM200 et à s'affranchir des 38 $ pour continuer de grimper. Mais voilà, concrètement, c'est très neutre à moyen long terme. On a un rebond technique. Est-ce qu'il va durer ou pas? Si vous connaissez le dossier, oui, c'est un regain d'intérêt. C'est un peu moins moche qu'avant, mais c'est pas non plus un beau dossier en trend following, soutenu, etc. Ensuite, iBot Corp. Je ne connais pas l'action. C'est une valeur américaine. C'est un truc explosif qui peut faire x2 rapidement comme peut tout retomber. Elle est baissière, elle est sous MM200, donc c'est pas ma cam. Et je note une grosse zone de soutien à 71-72 $, donc 10% sous les cours actuels. Ensuite, IT-Link, ça c'est pareil, c'est ceux qu'en perdent le moins qu'en mangent le plus. IT-Link qui est haussière depuis 2015, qui a consolidé à plat pendant 4 ans et qui post-Covid est sorti violemment, a cassé ses plus hauts de 2020, puis ses plus hauts historiques. Ah non, c'est pas historique sur IT-Link. Parce que regardez, hop, on revient en l'an 2000 et on voit que la GLB elle est loin là. Donc c'est pas un plus haut historique, mais c'est quand même un plus haut de 5 ans. Et ce plus haut à 18 € là, on a engendré une magnifique accélération. Le titre vient de prendre 50% en l'espace de 2 mois. Bon c'est magnifique, Après ça fait partie du genre de titre où j'aimerais bien, si je voulais en acheter, qu'elle revienne sur les 24-25 € pour pouvoir rentrer sur repli, puisque là on est en pleine accélération et que le CAC commence à pâtir un petit peu, donc j'achèterai pas les yeux fermés maintenant, j'attendrai un repli si je voulais me positionner sur un truc pareil. Ensuite, Macy's, quelqu'un me dit, est-ce qu'on n'est pas dans une théorie du phénix? Alors, je dois vous dire bravo et merci à tous. Merci pour toutes les valeurs que vous me proposez. Merci pour l'originalité de certains. Merci de comprendre et d'apprendre les concepts que j'essaye de vous inculquer. On est effectivement dans une théorie du phénix, avec une valeur qui est baissière depuis 5 ans, qui a mangé son pain dur, qui a fait une consolidation à plat sur ses plus bas, qui a cassé MM200, qui est rentré dans un trend following. On voit que là, elle a consolidé depuis le début de l'année à plat. Et elle vient de sortir par le haut d'une zone de latéralisation avec des volumes historiques. Donc on est bel et bien ici. Alors vous voyez une possible épaule tête épaule, même si c'est pas très beau. Mais en tous les cas, voilà, ça c'est le genre de dossier qui pourrait surperformer en cas de baisse des indices, parce que là il y a un véritable intérêt des opérateurs à court terme dessus. Désolé, j'ai la cafetière qui s'éteint, qui fait un boucan pas possible. Et on finit avec Serge Ferrari, où on est là aussi dans une sorte de théorie du phénix. Alors je dis sorte parce qu'elle n'a pas eu la façon de faire habituelle avec une baisse puis un range sous MM200. Le range s'est fait autour de MM200. Donc un large range, on est sorti par le bas, tout le monde, les opérateurs sont revenus dessus, on était un peu haut, un peu vite en besogne, on stabilise depuis des mois, et là il se passe quelque chose. Là il se passe quelque chose, on a eu un volume historique le 28 juin, sûrement sur publication de résultats, news, et on commence quelque chose de constructif avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, et la MM200 va se retourner au fur et à mesure. Donc ça peut soit aller tout droit, soit consolider, revenir sur les 7,60 pour ensuite repartir, mais sauf retour violent sous les 7,40, 7,50, c'est très mignon. Ça ressemble un peu à Cabas Group, qui était donc en théorie du phénix, qui s'est retourné. Vous voyez, sur Cabas Group, je vous avais laissé des flèches sur le graphique pour dire elle peut baisser, revenir sur les 5,60. Elle est revenue à 5,71 la semaine dernière. Bon, mon avis reste le même. Tout retour des prix vers 5,50, 5,60 et donc de la MM200 et donc du support de moyen terme est un moyen de rentrer sur ce genre de valeur. De la même manière, sur Serge Ferrari, excusez-moi, c'est faire.
tout retour vers les 7,60 serait une opportunité d'en accumuler à bon prix. Voilà. Donc merci encore à tous ceux qui m'ont proposé tous ces titres. Voilà, sur ce, c'est avec cette note de prudence que je vous laisse. Le CAC 40 est aussi à long terme, à moyen terme également, mais à court terme, il pâtit de la baisse du luxe, il est un peu lourd, la saisonnalité n'aide pas, on a touché un haut de canal de moyen terme, il y a de la place dessous. Voilà, donc pas de contrainte, pas d'obligation une fois que vous êtes rentré de vacances de vous investir à 100% et de foncer sur les moindres retournements de court terme sur les small caps. Les small caps, comme je vous l'ai montré, ont donné des signes de reprise mais n'ont pas encore confirmé des retournements. Or, si le CAC baisse un petit peu plus, je pense qu'elles vont continuer de latéraliser et de se replier avant éventuellement de repartir à la hausse. Voilà, faites attention à vous. Encore une fois, moi, mon objectif, c'est juste prévenir plutôt que de guérir. Je vais aller à Biarritz, profiter un peu du soleil, espérons-le, et je vous reviens en forme dans 15 jours. Merci à tous, bonne journée, bonne semaine, bon trading, bon investissement surtout, et à très vite.